Alors bonjour, dans cette capsule-ci, ce qu'on va faire, on va regarder ensemble ce que vous allez devoir faire pour produire le rapport de laboratoire sur euh, la- le laboratoire numéro 3 qu'on n'a pas pu avoir l'occasion d'aller faire. Donc, ce que vous allez avoir à faire comme rapport de laboratoire à partir de données que je vous fournirai. J'ai déjà placé sur Colnet Cours Ressources une grille de correction montrant ce qui doit apparaître dans le rapport. Cette grille de correction est la même pour toutes les équipes. Chaque équipe, cependant, va recevoir un fichier Excel contenant des données qui auraient pu être celles que vous auriez prises au laboratoire. Alors, chaque équipe va recevoir un fichier Excel du type de celui que je vais montrer tout à l'heure. Or, quel était le but de ce laboratoire-là? En réalité, son but, c'était pour nous d'aller au laboratoire pour vérifier deux choses. Les trois lois de Newton pour la dynamique sont-elles validées? Et également, est-ce que nos techniques pour analyser ces lois sont validées? On a appris des techniques qui nous amènent à faire des diagrammes de force et c'est un peu de ça qu'on va parler. Au laboratoire, si on y était allé, on aurait utilisé notre chariot sur un rail dans trois situations différentes. La première étant celle-ci. Je vais introduire un petit curseur. Alors, la première aurait été celle-ci, dans laquelle le chariot est à l'horizontale et au bout d'une poulie pend une corde. Ce qui nous est demandé, vous allez le voir tout à l'heure dans la grille de correction, on va avoir un peu de théorie à faire. Or, l'idée est la suivante. Entre cette manipulation-ci et une troisième manipulation dans laquelle le chariot serait plutôt dans la situation suivante, où il descend le long d'un plan incliné, nos trois lois de Newton, si on les analyse comme il faut, si on fait bien notre travail théorique, devraient nous amener à conclure que l'accélération du chariot dans cette situation-ci, où on voit qu'il n'y a pas de masse pendante, versus l'accélération du chariot dans cette situation-ci, où cette fois le chariot est horizontal et la masse est pendante, on devrait arriver à démontrer théoriquement et valider expérimentalement que ces deux accélérations-là sont identiques. Or, pour un peu engager notre réflexion, je vais aller voir ce qui se passe avec la grille de correction. Or, dans la grille de correction, voici ce que nous aurions à faire. Nous allons avoir à faire trois démonstrations théoriques qui sont à partir des schémas qui apparaissent dans votre guide des travaux pratiques. Alors, je reviens au guide de travaux pratiques et on va regarder ça ensemble. Si vous voyez ici, on a dans cette situation ici un chariot, une masse suspendue. On va vous demander de faire les diagrammes de force sur le chariot et sur la masse suspendue, qui sont deux corps différents. Et de ceci, après un petit traitement qu'on a déjà commencé à voir dans les exercices résolus sur YouTube, vous devriez arriver à une expression pour l'accélération A, qu'on va appeler A1 théorique, et cette expression-là devrait contenir les masses M1, M2 et la constante de gravitation de 981 cm par seconde carré. M1, c'est la masse du chariot, M2, c'est la masse suspendue. Pour vous aider, vous pourriez et devriez aller regarder dans le manuel
à la page 193, pardon, vous avez exactement cette situation-là. Alors, vous allez adapter l'exemple de la page 193 à la situation 1 de notre laboratoire. Ensuite, dans la manipulation 2, ça va être très différent. Ici, on va chercher une situation d'équilibre. Dans la manipulation 2, le chariot de masse M1 se voit ajouter une masse identique à la masse M2 qui est ici. Donc, dans cette situation-là, on a M1 plus M2. Le M1 étant toujours la masse du chariot. On va regarder dans le fichier Excel tout à l'heure. M2. Et vous allez, ce que vous auriez fait, vous auriez augmenté l'angle ici d'inclinaison du plan, c'est un plan incliné, jusqu'à ce que la force vers le bas due au poids du chariot M1 plus M2 soit équilibrée par la tension qui provient de la tension et du poids de la masse M2. Or, à ce moment-là, tout est immobile et vous devriez avoir donc l'accélération est zéro, mais on vous demande ici de tirer une information concernant le sinus θ. Donc, de nouveau, vous allez faire les diagrammes de force pour la masse M2 et pour le chariot M1 couronné de la masse M2. Et de ceci, vous devriez tirer une information pour sinus θ qui ne devrait dépendre que des masses M1 et M2. Dans la troisième manipulation, le chariot demeure au même angle trouvé précédemment. Cependant, cette fois-ci, on a enlevé la masse suspendue, il n'y a plus de corde, et la masse qui avait été ajoutée, M2, a été également enlevée, et au moyen de nos capteurs optiques, on va mesurer l'accélération du chariot en train de descendre. Lorsqu'on fait ici l'analyse de cette situation-là, on devrait trouver une accélération et on vous demande de trouver l'accélération. L'accélération devrait inclure le sinus θ. Et si vous utilisez la fonction sinus θ obtenue dans la manipulation 2, vous devriez trouver que l'accélération numéro 3 est identique à l'accélération numéro 1. Donc, on a 3 manipulations. Dans la manipulation 2, où le chariot est à l'équilibre, et ici, vous pourriez, pour analyser ça, vous pourriez vous inspirer de l'exercice 34A du chapitre 6 à la page 203 avec 2 masses, une poulie. Et cet exercice-là, on l'a résolu en YouTube et je vous en ai donné l'exercice complet sous format PDF dans Colnet. Pour la troisième situation, où on a tout simplement le chariot descendant sur le plan incliné, pour résoudre le cas, vous pourriez vous inspirer d'un exemple discuté au chapitre 5 lorsqu'on a parlé de plan incliné. Dans cet exemple-là, on est dans la même situation. Ici, au lieu d'un chariot, c'est une caisse qui descend le long du plan incliné. Mais vous pourriez vous inspirer de ça pour faire les 3 démonstrations dont je parlais précédemment dans la grille de correction. Les démonstrations, pages 19, 20, 21, j'y reviens. À la page 19, vous devez remplir les 2 tableaux, faire l'analyse des forces et résoudre pour l'accélération A1 en fonction de M1, M2 et G. Pour la situation 2, vous devez encore là faire l'analyse des forces et résoudre pour une expression pour le sinus θ
qui doit inclure M1 et M2. Et enfin, pour la situation 3, vous devez résoudre en référant dans les 3 cas aux exemples que je vous ai proposés. Vous devriez arriver à une expression pour l'accélération qui dépend de θ, en fait du sinus de θ et de g. Et en utilisant l'expression pour sinus θ de la manipulation 2, l'incluant ici dans l'accélération 3, vous devriez être en mesure de démontrer que l'accélération de la première situation est égale à l'accélération de la troisième situation. Et si on trouve expérimentalement et théoriquement que A1 égale A3, ben on aura validé à la fois les lois de Newton et nos techniques d'analyse des lois de Newton. Alors, on va aller regarder les tableaux Excel. Vous devriez recevoir, chaque équipe, un tableau qui va contenir 2 onglets. Un onglet accélération, où on aura dans la première situation, avec nos capteurs optiques comme on est habitué à le faire, mesurer 5 temps pour descendre. Ici, c'est sur 70 cm. D'autres équipes, vous aurez un autre chiffre ici, mais on aura 5 temps. On calculera le temps moyen et l'incertitude sur le temps pour arriver à une accélération donnée par l'expression qu'on voit ici, 2x sur le temps moyen au carré avec son incertitude. Pour les incertitudes, vous vous référez au guide des travaux pratiques. Pour les masses, ce sera toujours celle de la balance, 0,3 g. Pour la constante gravitationnelle, ce sera 981 plus ou moins 1 cm². Et pour les temps et les x, vous trouverez ça à la page 24 avec cette expression-ci que vous devriez déjà reconnaître. On va aller regarder donc le tableau Excel. Vous auriez 5 temps, temps moyen, incertitude, l'accélération expérimentale donnée par ces valeurs-ci avec ces incertitudes en utilisant soit la méthode des extrêmes ou soit la règle simple du quotient, mais qui fait ainsi intervenir en plus une règle simple de la puissance, puisque t intervient au carré au dénominateur. Au deuxième tableau, qui est les angles, masse et angle, vous avez dans la cellule C4 et D4, ce qu'on entre ici, c'est vous écrivez, ce n'est pas une formule mathématique, vous écrivez votre solution. Quelle était votre solution pour A1 théorique en fonction de G, M1, M2? Ici, vous allez trouver les masses que des équipes ont mesurées à votre place. Vous allez, en utilisant votre expression pour A1 théorique, qui va inclure M1, M2, et le G qu'on a déjà dit, qui est 981 plus ou moins 1, vous allez calculer A1 théorique. L'incertitude pour A1 théorique, je vais vous la rendre disponible dans Colnet et elle va être donnée par cette expression-ci. Normalement, si vous êtes bien arrivé à la bonne expression pour A1 théorique, vous devriez voir quelque part M2 intervenir au numérateur et au dénominateur dans vos expressions avec M1 et M2. Je ne vous en dis pas plus, mais l'incertitude sur A1 théorique va être donnée par cette expression-ci. Chaque fois que vous allez voir intervenir la même expression comme pour le sinus θ, il n'y aura pas G, mais il y aura le sinus, il y aura une certaine représentation de M1 et M2. Ben, vous ferez intervenir ce même calcul. Vous ferez intervenir ce même calcul pour la part de l'incertitude qui dépend de M1 et M2. Alors, revenons donc à notre fichier Excel. Vous aurez pour la manipulation 2, vous serez arrivé à une certaine formule pour
sinus θ en fonction de M1 M2. Vous écrirez cette formule ici. L'angle qui est là, c'est l'angle qu'une équipe a trouvé expérimentalement. Vous allez au moyen de votre expression, qui ne devrait inclure que M1 et M2, vous allez calculer votre sinus théorique. Le delta sinus théorique va évidemment dépendre de l'incertitude sur M1 et M2. Donc, vous allez avoir ici une expression qui va inclure M1 et M2 et qui normalement devrait vous faire réutiliser une partie de cette expression-là pour l'incertitude sur le sinus théorique. Pour le delta théorique, celui qu'on va vouloir comparer au delta expérimental, le θ théorique, celui qu'on va vouloir comparer au θ expérimental, ben vous allez vous servir de la méthode des extrêmes. Si il y a un sinus, plus ou moins un delta sinus, par conséquent, en faisant le sinus plus le delta, je trouverai le θ max. En faisant le sinus moins le delta sinus, je trouverai un θ min, et de la méthode des extrêmes, je pourrais conclure à une incertitude sur θ théorique. Pour la manipulation 3, vous aurez encore trouvé une expression qui ne fait intervenir que G et le delta théorique. Ben, vous allez écrire cette expression-là. Et, bon, le θ théorique et son delta, vous allez reprendre ces deux cellules-là que vous allez mettre ici. Le A3 théorique, vous allez suivre votre expression que vous aviez ici et vous allez calculer le A3 théorique et appliquer son incertitude, probablement par la méthode des extrêmes. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des A1 et A3 expérimentales avec leurs incertitudes, et nous avons des A1 théoriques et A3 théoriques avec chacune leurs incertitudes. Revenons maintenant à nous avons un θ théorique et son incertitude, un θ expérimental et son incertitude. Revenons donc maintenant à la grille de correction. Vous aurez, comme d'habitude, vos tableaux entiers avec, en respectant les chiffres significatifs. Et ensuite, vous allez procéder à 5 comparaisons avec diagramme de chevauchement. A1 théorique et expérimental, est-ce que les lois sont validées? A3 théorique et A3 expérimental. A1 expérimental et A3 expérimental. Si notre analyse est bonne, ces deux-là devraient être égales, ou au moins compatibles. Le θ expérimental et le θ théorique, et enfin le A1 théorique et le A3 théorique. Vous allez ensuite compléter en répondant à la question suivante. Dans la troisième partie, on se rappelle que dans la troisième partie, on va y revenir. Dans la troisième partie, le chariot devait être laissé libre, en chute libre, mais sans la deuxième masse, M2. Si vous vous rappelez, dans la deuxième expérience, on avait rajouté une masse sur le chariot. Dans la troisième manipulation, cette masse a été enlevée. Or, vous devez répondre à la fin à la question suivante. Dans la troisième partie, l'accélération A3 théorique aurait-elle été différente si on avait laissé M2 collé sur M1? OK, alors ceci complète ma présentation de ce que vous avez à faire pour le rapport de laboratoire sur les lois de Newton, qui vont nous permettre d'appliquer nos techniques d'analyse des lois de Newton, et si A1 et A3 sont égales à l'intérieur des incertitudes expérimentales, on se trouve également à valider les lois de Newton. Et je termine ici.